Bon, prêtes les filles? Oui. Allez, top. On les écoute? Allez. Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous présenter notre projet de recherche sur le marketing de contenu avec l'inbound marketing et la publicité native. Alors pour cela, on va étudier d'abord une introduction, la définition des stratégies, leurs avantages et leurs limites, les outils de mesure et les évolutions possibles, et enfin une brève conclusion. Alors concernant l'introduction, d'abord, il est important de vous dire que le paysage du marketing évolue rapidement avec l'émergence de stratégies innovantes telles que le marketing de contenu, la publicité native, l'inbound et l'inbound marketing. Pour vous parler un peu en termes de chiffres clés, aujourd'hui, en 2022 en France, c'était 8,5 milliards d'euros dépensés dans la publicité digitale et c'était le 3e pays européen ayant dépensé le plus dans ce contenu. Et en termes de marché, on a un taux de croissance annuel de 13% qui est constant depuis 2013. Donc on pensait qu'il va continuer à l'être dans les années à suivre. Nous avons décidé de choisir l'exemple d'Amazon pour vous illustrer un peu ces publicités. Donc comme vous pouvez le voir, Amazon utilise la publicité native sur sa page, qu'on vous définira un peu plus par la suite. Donc en fait, dans vos recherches, des publicités apparaissent directement en haut des pages, sur les côtés et en bas. Ils utilisent aussi d'autres techniques, comme l'utilisation de guides, de tutoriels pour l'inbound marketing. Et pour l'inbound marketing, ils utilisent des publicités télévisées diffusées dans les chaînes de télé. Voilà. Ensuite, pour définir un petit peu plus ces différentes stratégies, nous avons décidé de réaliser une interview avec Emmanuel Legrand, qui est un directeur marketing e-commerce et consultant stratégique, afin qu'il nous aide à répondre à la problématique suivante. Comment les stratégies de marketing de contenu, inbound, outbound ou publicité native influencent-elles l'attitude de l'audience envers les marques et quelle stratégie semble être la plus pertinente pour les années à venir? Là, quand vous mettez les exemples, vous dites c'est de l'outbound ou de l'inbound? Non, ça c'est la publicité native. Et c'est quoi que vous avez dit à la télé alors? La télé, c'est la borne. J'ai juste pas mis d'exemple. Okay. Et l'inbound, on n'a rien? Si, l'inbound, c'est tout, c'est tout ce qui est guide, tutoriel, article de blog répondant aux questions des consommateurs. On va être plus en profondeur sur les gens qui Super, super. Donc, dans un premier temps, on va vous présenter le marketing inbound et outbound. Donc, le marketing outbound, c'est une stratégie qui diffuse un message publicitaire à un large public sans tenir compte de ses besoins ou intérêts, interrompant ainsi l'intention des consommateurs pour leur imposer une offre. Et cela peut consister à diffuser des messages publicitaires à un large public sans tenir compte de son niveau d'intérêt ou de maturité pour l'offre proposée. Tandis que la stratégie d'inbound marketing, c'est une méthodologie visant à attirer le client vers une entreprise en répondant à leurs besoins et en offrant une expérience personnalisée, en proposant du contenu pertinent et de qualité de manière non intrusive dans le but de stimuler la croissance de l'entreprise. Donc entre les deux stratégies, il y a vraiment une nuance, c'est-à-dire que l'inbound marketing, ça va être vraiment, on va attirer le consommateur, donc avec du pull, alors que la stratégie d'outbound, ça va être, on va pousser le consommateur à consommer, notamment à travers des publicités. Donc les différents leviers des deux marketing, donc sur l'outbound marketing, on va plus être sur de la publicité, du mailing, du phoning ou des démarchages, on va vraiment pousser, alors que l'inbound marketing, ça va être un contenu de qualité, de la création de contenu, de la pertinence et du SEO. De ce fait, on a décidé de se concentrer plus sur la stratégie d'inbound marketing parce qu'on pense qu'elle était très importante, notamment en analysant son tunnel de conversion, donc le fait de convertir tout simplement un prospect en client. Du coup, je vais vous présenter comment fonctionne l'inbound marketing. Donc tout d'abord, c'est dans 4 étapes. Donc la première, c'est d'attirer. On va attirer les visiteurs qualifiés en étant présents là où les inconnus cherchent de l'information. Donc on va notamment travailler sur des blogs, des vidéos. On va notamment utiliser du SEO pour les référencements avec les mots-clés et notamment du contenu sur les réseaux sociaux. Ensuite, on va convertir.
convertir, on va convertir les visiteurs en prospects en les guidant à travers leur parcours d'achat, donc pour encourager l'engagement des visiteurs sur le web. Donc on va utiliser des CTA, des call to action, qui vont permettre de les transmettre sur des landing pages pour qu'ils donnent leurs informations personnelles. Pour terminer sur des thank you pages, donc qui permettent de remercier la personne d'avoir donné ses informations personnelles. Ensuite, la troisième étape, c'est conclure avec le client. Tout simplement, on va convertir le prospect en client en accélérant sa décision d'achat. Donc, on va identifier les clients prometteurs et ils vont recevoir un contenu spécialisé via divers moyens. Donc, c'est à ce moment-là qu'on va utiliser la gestion des relations clients et le lead scoring notamment. Et ensuite, on va fidéliser, ce qui est la différence de l'inbound marketing, c'est que l'inbound marketing permet énormément de fidéliser. Donc, on va transformer les clients en ambassadeurs de la marque à travers des feedbacks pour évaluer leur satisfaction et améliorer l'expérience client en utilisant des newsletters, des smart content ou des workflows. Et du coup, en exemple d'inbound marketing, on a l'une des premières. Pour avoir un exemple concret, c'est un exemple que l'expert a cité, donc c'est HubSpot. HubSpot, c'est vraiment pour lui la plateforme d'inbound marketing de référence de B2B. Donc en fait, ça a été créé en 2006, qui comptabilise plus de 194 000 clients sur 120 pays différents. Et en fait, l'objectif, c'est un outil payant qui va être utilisé par le quotidien par les marketeurs et qui permet aux commerciaux de suivre en temps réel l'évolution de leur stratégie de marketing en automatisant le processus. Donc ça va permettre notamment d'organiser et de gérer les interactions, tout ce qui est créer des call to action, les animations de réseaux sociaux, créer un calendrier éditorial, etc. Ensuite, pour définir un peu plus la publicité native en détail, c'est un format de publicité en ligne créé dans les années 2010, aux alentours des années 2010, qui s'intègre de manière fluide et non intrusive au contenu d'un site web. En fait, il reprend toute la charte graphique et le contenu d'un site web pour ne pas paraître trop agressif aux yeux des utilisateurs et ne pas rentrer la publicité de manière trop agressive. Par contre, il y a une petite nuance avec tous les autres types de publicité qu'on va vous présenter dans cette orale, c'est comme je vous l'ai dit, qu'ils s'intègrent au contenu du site web. Donc on ne vient pas perturber l'expérience de l'utilisateur en voulant le pousser ou en voulant l'attirer comme les autres publicités. Le but est du coup de promouvoir un produit ou un service tout en offrant une expérience utilisateur de qualité, favorisant ainsi une meilleure réception de toute la part du public cible. Les leviers, il y a différents leviers du coup à ce type de publicité. D'ailleurs, je vous ai remis un petit exemple sur le côté de ce que peut être la publicité native sur Facebook et sur lemonde.fr. Donc sur les leviers, d'abord on a la pertinence parce qu'en fait les annonces elles sont basées sur les recherches précédentes qu'on a pu réaliser sur les sites web. Donc c'est du contenu qui est pertinent pour nous et qui va forcément nous intéresser un peu plus. Ensuite, il y a un format adaptatif parce qu'on peut utiliser différents formats et différents sites web aussi pour présenter la publicité native. Comme je vous ai dit, par exemple, on a un réseau social, après on a un article du Monde, du coup un contenu éditorial, donc c'est diversifié. Enfin, on a ainsi de la valeur ajoutée qui vise du coup à offrir des meilleures solutions de divertissement, des formats utiles. Comme je vous ai dit, les publicités sont censées être plus utiles pour les consommateurs. Et on a aussi de la transparence parce que bien que discrète, la publicité doit être quand même clairement identifiée. On doit quand même clairement avoir la notion sponsorisée en bas de l'annonce. Donc ça apporte de la confiance pour les consommateurs. Ensuite, concernant le marketing de contenu, donc ça fait partie des stratégies qui sont employées dans l'inbound marketing et ça vise à attirer un prospect au travers d'un contenu plus qualitatif et informatif. Donc la différence, la nuance du marketing de contenu, c'est que ça se différencie du contenu de marque parce que le marketing de contenu n'a pas pour vocation de promouvoir la marque ou un produit en lui-même. Donc son but, ça va être d'apporter de la valeur, des réponses aux questionnements de sa cible ou de ses clients, d'augmenter la visibilité et la notoriété de l'entreprise, véhiculer une image d'expert sur son marché. Et ça va se faire au travers de contenus soit libres d'accès, soit premium. Donc premium, ça peut être par exemple si on donne des données personnelles comme son adresse mail, on va pouvoir télécharger un e-book sur un site par exemple, sur le site de la marque. Ça va se faire aussi au travers d'articles de blog, de newsletters, de webinaires, de podcasts et de vidéos tutoriels, d'interviews. Et donc en exemple, par exemple, on a la chaîne YouTube Oh My Disney, donc qui comptabilise plus de 500 000 abonnés. Elle est tenue par Disney et elle a pour but de diffuser un contenu original et partageable sur tout l'univers Disney, les personnages, les films, le parc.
Et c'est au travers de concepts assez innovants, humoristiques. Et le but ici, c'est de toucher donc une large audience et de créer aussi de la proximité en donnant un peu des petits secrets sur le parc, des choses comme ça, et développer une loyauté. Et on a également le blog de Decathlon avec ses conseils sport. Donc là, le contenu il est informatif, il va être pertinent parce qu'il répond aux besoins de ses clients, il va aborder des thématiques en lien avec des tendances actuelles. Ça va cibler soit les jeunes sportifs débutants, soit des personnes un peu plus avancées qui vont être en quête de réponse à leurs questions. Et ça appuie leur image d'expert dans le domaine du sport. Donc dans la deuxième partie, on va vous présenter les avantages et les limites. Et pour ça, on va vous présenter un extrait de Monsieur Emmanuel Legrand qui va expliquer un peu plus. J'ai compris que l'inbound et l'outbound se met en place en fonction du parcours client. L'outbound permet de se concentrer sur les nichos et l'inbound permet de fidéliser les clients, de créer une relation avec eux. Oh, c'est super. Donc, en complément de ce qu'a dit l'expert, de manière générale, le marketing outbound, il va avoir comme avantage d'avoir une large portée potentielle en combinant, en contrôlant le message notamment. On a également un effet qui est immédiat, donc c'est vraiment une stratégie à court terme, mais également c'est facile à mettre en œuvre, contrairement à l'outbound. Et donc les limites qu'on peut citer au marketing outbound, c'est qu'il peut être coûteux. Il y a un risque d'être perçu comme intrusif, ce qui peut entraîner une réaction négative par le consommateur, et des difficultés à mesurer l'efficacité des campagnes et à ajuster rapidement la stratégie en fonction des réactions du public. Donc maintenant par rapport à l'inbound, on a analysé un article de recherche, donc c'est de Dodji, Larisha et Ouija, c'est très long à dire donc c'est compliqué, qui est sur l'impact du marketing viral sur le consommateur et leur intention d'utilisation. Donc tout d'abord, pour revenir sur les avantages et les limites de l'inbound marketing, l'inbound marketing, ça permet bien sûr d'attirer les prospects qualifiés et de favoriser leur fidélisation. Ça permet également de permettre aux prospects d'avoir un engagement naturel envers la marque ou le contenu. Néanmoins, c'est un coût global. C'est un coût global moins élevé. Par contre, pour les. 1, 2, 3, je vais recommencer. De ce fait, par rapport à l'article de recherche sur le marketing viral, qui je vous le dis, c'est une stratégie qui consiste à créer du contenu et qui va se propager rapidement et largement sur Internet grâce au partage de ce contenu par les utilisateurs eux-mêmes. Donc c'est un peu le bouche à oreille d'Internet. Et en fait, c'est complémentaire avec l'inbound marketing parce que ça a le même but d'attirer les clients, de les engager, de les convertir. Et de ce fait, cet article nous avons analysé diverses hypothèses dessus et ils nous ont affirmé que l'utilité de l'information va influencer positivement les intentions d'utilisation des consommateurs, donc par rapport à notre problématique. Ensuite, le divertissement, ici qui est défini comme étant les éléments qui vont être captivants et qui vont susciter l'intérêt du consommateur, vont influencer également positivement l'utilisation des consommateurs.
Et enfin, la crédibilité de la source, qui est définie comme étant la perception que le consommateur peut avoir quand il reçoit un message et comment il va évaluer sa fiabilité, qui influence positivement l'intention des utilisateurs. Par rapport aux limites, on a une durée de production de contenu qui est très très longue par rapport à l'inbound marketing. On a toute une stratégie derrière avec SEO, mots-clés comme on vient de le montrer avec le schéma sur les 4 étapes. Et ça nécessite donc une stratégie de contenu sur long terme pour construire une relation de confiance avec les prospects. Et par rapport à ça, l'article de recherche nous a également dit qu'on va avoir l'irritation qui est définie dans cet article comme le fait qu'un message va être perçu comme négatif parce qu'il est trop intrusif, il est peut-être trop agressif. Et bien cette irritation va influencer négativement l'intention d'utilisation des consommateurs. Concernant la publicité native et ses avantages et inconvénients, donc pour les avantages, on retrouve que c'est mieux perçu par les consommateurs parce que comme je vous l'ai déjà dit, c'est plus discret en termes de promotion. Ça augmente du coup la tolérance envers la publicité parce qu'on sait qu'actuellement la publicité, les gens sont de moins en moins tolérants avec ça, surtout par rapport à la télévision, etc. On a de plus en plus tendance à passer les publicités des comptes bleus. Donc là, ça augmente la tolérance et ça crée un nouveau format. Et ça augmente du coup du trafic et des conversions sur les sites web parce qu'ils sont forcément un peu plus attirés à aller vers eux s'ils ne sont pas réfractaires. Voilà. Pour les inconvénients, je me suis basée du coup sur l'article de recherche, je vous laisse lire les noms des auteurs parce que c'est un petit peu long. Du coup, l'inconvénient, c'est que ça peut brouiller la limite entre le contenu éditorial et publicitaire. Donc ça peut induire en fait des fois les consommateurs en erreur quant à la véritable nature de ce qu'ils voient, parce que comme je vous ai dit, on reprend tous les éléments de la charte graphique du site web. Et c'est aussi un type de publicité qui est très peu apprécié sur les réseaux sociaux, parce que les utilisateurs ils cherchent à tout prix à les éviter, parce qu'ils les trouvent parfois trop intrusifs et pas pertinents, sachant qu'ils sont sur un réseau social, ils ne cherchent pas forcément à acheter et ne veulent pas vraiment de publicité, en fait ils sont vraiment là pour communiquer et faire tout ce qu'on fait sur ce type de réseau. Donc ils sont plutôt réfractaires sur ce sujet. Ensuite, concernant les avantages du marketing de contenu, donc ça va permettre de renforcer l'image positive de l'entreprise, d'augmenter la confiance en la marque, d'augmenter aussi la loyauté et la fidélité des clients, et aussi améliorer la relation avec le client. D'un point de vue négatif, ou les limites, on remarque que l'efficacité de ce type de stratégie prend du temps à être remarquée. De plus, ça va être visible sur le long terme, on doit être régulier et constant dans le rythme de publication pour que ce soit efficace. Et justement, cette efficacité, elle peut être parfois complexe à mesurer parce que ça va vraiment influencer les pensées des consommateurs vis-à-vis de la marque. Donc ça peut être un peu plus compliqué, comme ça ne se mesure pas forcément en chiffres, mais plus en impression. Donc dans la revue littérature, l'influence du marketing de contenu, le contenu de marque, ses dimensions et son influence sur les attitudes de l'audience. 3 hypothèses ont été validées, notamment celle sur la balance du contenu. Donc si on peut publier un contenu plutôt axé positif ou négatif, ça va influencer positivement l'attitude affective du client envers la marque. Ensuite, la qualité informationnelle du contenu, elle va influencer positivement l'attitude cognitive envers la marque. Et enfin, la vivacité du contenu. Donc, par vivacité, on entend des formats un peu variés, donc audio, vidéo, textuel, voilà. Ça va influencer positivement l'attitude cognitive et affective envers la marque du client. Ensuite, dans une troisième partie, on va étudier les outils de mesure et l'évolution de ces 3 stratégies. Donc avec les KPI, on a remarqué qu'il y avait 4 grands KPI qui étaient en commun pour le marketing inbound, outbound, la publicité native et le marketing de contenu. Donc on a notamment le retour sur investissement, le taux de conversion, le taux d'engagement et le taux de rebond. Ensuite, on a des KPI assez spécifiques par rapport à chaque stratégie, notamment par exemple pour l'inbound marketing, on va avoir le trafic web. Pour l'outbound marketing, on va avoir le taux de fermeture des ventes. Pour la publicité native, on va étudier le coût par clic. Et pour le marketing de contenu, on peut se baser sur le trafic organique. Enfin, donc pour l'évolution, on va vous montrer la vie de l'expert parce qu'il est vraiment dans le domaine quelque chose de pertinent. Qui va pouvoir ensuite, on va apporter des éléments. Parce que ça ne rend pas de l'ordre. Vas-y, on met sur un petit. Ouais. Je mets le micro sur là où il y a le bas. Et c'est bleu. La révolution, c'est on va
points sur le côté. Ça qui va. Bon, les points ici, les petits points. C'est les nouveaux, c'est les nouveaux. On a aussi des bouleversements avec l'IA. C'est-à-dire que l'IA, la révolution, c'est il y a plusieurs types d'évolutions. On va moins, il y a des lois qui nous imposent de tracer moins la donnée des comportements consommateurs, tout ce qui est comportement. Ça va être ça qui va primer. On va peut-être voir sur un marketing un peu plus comme avant, qui est en diffusion digitale, peut-être. J'en sais rien. Enfin, j'en sais rien, je pressens ça. Donc, du coup, on va être un peu plus à l'aveugle par rapport aux données. On a aussi des bouleversements avec l'IA, c'est-à-dire que l'IA nous aide beaucoup, fait du prédictif. Donc, en fait, ce que l'on va perdre en termes de confidentialité des données, de savoir que Alice, elle consomme ça, ou elle a étudié ça, que tracé, on saura peut-être plus que c'est Alice, mais on va avoir plus des types d'audience. C'est-à-dire on va avoir des gens qui vont se rapprocher d'Alice, enfin pas de toi, qui vont ressembler, qui vont te ressembler, et ça c'est l'IA qui va nous aider. Mais on va moins profiler à l'unité, on va faire des audiences. Mais on utilise Google Ads, on utilise la régie Meta pour les réseaux sociaux, Google Ads pour tout ce qui est moteur de recherche en publicité. Et on fait de la publicité, moi j'ai des campagnes publicitaires qui tournent avec le l'IA. En fait, on donne des clients qu'on a et ils nous cherchent des audiences similaires. Donc le marketing évolue beaucoup. C'est génial quand tu es marketeur, il a beaucoup évolué, on s'est éclaté. Maintenant, peut-être que l'on va arriver à quelque chose d'un peu plus raisonnable sur les données confidentielles, sur la traçabilité. Je ne sais pas. Mais c'est moins bien d'un point de vue marketing, mais c'est mieux dans la vie privée. Donc ça c'est la première chose. Mais en fait, ce que je veux vous dire, c'est que les recettes, c'est toujours les mêmes. Les recettes, c'est toujours les mêmes. Tu prends un client, tu imagines comment tu vas arriver à cibler, etc. Et voilà quoi. Et il faut toujours, après, c'est mieux que le canal, le message qui change. Donc afin de compléter ce qu'a dit l'expert, on observe quand même qu'il y a trois grandes idées qui sont ressorties. Donc par exemple, c'est l'évolution des pratiques marketing avec l'impact des nouvelles réglementations, surtout sur la collecte et le traitement des données personnelles. La transition vers des approches axées sur la pertinence des contenus et des interactions, mais également donc une deuxième partie avec l'impact de l'intelligence artificielle, avec une révolution dans l'analyse prédictive et la gestion des audiences, une compensation potentielle de la perte de ces données personnelles et offrir des expériences personnalisées en groupe. Et ensuite, on observe quand même qu'il y a une continuité dans les stratégies marketing avec un maintien des principes fondamentaux du marketing, malgré l'évolution, comme je l'ai dit, des traitements des données, etc., des nouvelles lois qui arrivent dans les mois à venir, l'adaptation des canaux et des outils des messages et un engagement pour la transparence. Et donc pour conclure, pour répondre à cette problématique, donc comment les stratégies de marketing de contenu, donc inbound, outbound et publicité native, influencent-elles l'attitude de l'audience envers les marques et quelle stratégie semble être la plus pertinente pour les années à venir? Bon, pour vous faire un petit résumé, l'inbound marketing c'est axé sur la création de contenu et de valeur et qui offre des résultats durables. L'outbound, quant à elle, bien qu'elle soit rapide, elle peut être perçue négativement par le consommateur. La publicité native est souvent assimilée à l'inbound, mais elle peut être parfois vue comme de l'outbound parce qu'elle offre une personnalisation, mais avec des coûts et des risques plus élevés. Et le marketing de contenu, bien qu'il nécessite du temps, il vise à fidéliser les clients. De ce fait, pour la plupart des marketeurs, ils pressentent un grand bouleversement dans les années à venir. Tout d'abord, enfin pas un très grand, mais un changement en tout cas. C'est que, comme l'a dit l'expert, tout d'abord avec les nouvelles lois sur la réglementation, la gestion des données personnelles et surtout avec le développement de l'IA qui se développe très vite dans ce domaine. Et si l'expert devait citer une stratégie qui se développerait plus que les autres, il s'agirait de la publicité native, car elle est liée au monde de l'influence et le développement des influenceurs présents sur les réseaux sociaux.
Cependant, on met le point sur le fait que les marketeurs doivent équilibrer l'efficacité et le respect de la vie privée de ses consommateurs pour plus réussir dans un paysage marketing en constante évolution. Merci de nous avoir écoutés. Merci beaucoup pour votre présentation. Alors, je fais rapidement le point. Il y a des éléments qui étaient un peu comme notre groupe à cible de fréquence.